Je vous propose donc de terminer cette journée avec notre dernière conférence. Merci d'être encore là et vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Donc dans cette dernière conférence, on va parler donc d'économie circulaire, mais on va faire un petit pas de côté par rapport au réemploi et au recyclage, puisque donc on va voir que l'économie circulaire, elle comporte différents piliers, et que le réemploi et le recyclage ne sont que deux des rouages de ces nouvelles boucles économiques. Et donc, on va mettre en lumière, en l'occurrence, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de la fonctionnalité. Donc, peut-être des groupes nominaux ou des appellations qui peuvent paraître difficiles à appréhender, mais vous allez voir que derrière, il y a des concepts finalement assez simple, qui s'illustre déjà dans la région. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette conférence, de peut-être rendre ces concepts, voilà, que ça vous fasse plus peur de les entendre ou que ce soit clair pour tout le monde. Alors, donc avant que j'appelle les différents intervenants, donc je vous propose une toute petite introduction. Ce matin, on a évoqué plusieurs fois les questions d'urbanisme circulaire et donc je voulais recontextualiser un petit peu les prises de parole qui vont venir dans le cadre de l'urbanisme circulaire. Donc, l'urbanisme circulaire, alors je vais commencer par peut-être une définition. Donc vous allez peut-être vous dire cette définition, elle arrive un petit peu tard dans la journée, mais finalement c'est bien de se poser la question, finalement qu'est-ce que l'économie circulaire ? Pour la définir, j'aime souvent parler de son pendant inverse, l'économie linéaire, extraire, produire, consommer, jeter. Donc c'est le modèle qui est encore prédominant dans notre société aujourd'hui. On estime que plus de 90% de notre économie sont encore basés en grande partie sur ce modèle-là. Donc ce modèle-là, finalement, il fait face à un constat qui semble assez simple à appréhender. Mais la planète étant finie en espace comme en ressources, on ne peut pas aller vers un modèle d'extraction de ressources et de croissance indéfinie. Donc ça, c'est le constat de base. Ce constat, déjà, il y a 50 ans, plus de 50 ans, il était posé clairement avec le rapport Meadows, connu sous le nom des limites de la croissance. Donc ça fait plus de 50 ans que ce constat, qui semble assez simple, est posé clairement. Pour autant, les trajectoires qu'on a suivies depuis ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux auxquels on fait face. Donc, plus récemment, il faut savoir aussi que le concept des limites planétaires a émergé, donc avec l'aspect carbone et le dérèglement climatique en est un, mais il y a bien d'autres aspects sur lesquels on peut travailler, l'eau, le cycle de l'azote, du phosphore, la biodiversité, etc. Donc, tout ça pour dire que cette planète à l'espace et aux ressources finies, elle a grand besoin d'économie circulaire. Et donc on est là, vous êtes tous là pour avancer ensemble vers ce chemin. Alors pour donner peut-être une petite définition de l'économie circulaire, donc je me base tout simplement sur le modèle proposé par l'ADEME. Vous pouvez voir sur le schéma, sur cette diapositive, que donc sur la gauche, en fait, il y a trois grands secteurs, offre, demande et gestion des déchets. Donc réemploi et recyclage sont certains piliers de l'économie circulaire, mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, dans cette dernière conférence, nous allons mettre en avant l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale et l'économie de la fonctionnalité. Donc on va vraiment travailler, vous expliquer un petit peu plus ce qui peut être fait sur l'offre. Et donc, pour finir, une définition donc simple de l'économie circulaire. On a souvent, on comprend aisément qu'il faut transformer nos déchets en ressources, mais en fait, l'économie circulaire, c'est bien plus que cela. Finalement, c'est aussi s'inscrire dans une logique d'optimisation et de réduction des flux de matière et d'énergie que nos biens et services consomment, et ce, à toutes les étapes de leur cycle de vie. À présent, à propos d'urbanisme circulaire, donc là, je reprends des éléments qui ont été proposés par l'ADEME. Et donc, vous allez avoir un aperçu de quelques ressources qui existent. Et d'ailleurs, je vais me référer à une méthodologie qui est proposée dans le petit guide dont Marie a parlé ce matin et qui est à votre disposition. Bon, l'urbanisme circulaire, en fait, c'est tout simplement l'économie circulaire que je viens de présenter là, appliquée aux politiques de la ville et donc à l'urbanisme.
Donc on peut la définir comme l'ensemble des pratiques qui visent à préserver et mieux utiliser les ressources naturelles dans le domaine de l'urbanisme, donc à l'échelle des territoires comme à l'échelle des projets. Là, ces petits diagrammes pour vous montrer, donc sur la gauche, c'est tout simplement la roue de l'économie circulaire qu'il y avait tout à l'heure à l'écran. Sur la droite, on voit qu'on peut, dans une logique d'urbanisme circulaire, on peut reprendre exactement les mêmes piliers, donc éco-conception, EIT, allongement de la durée d'usage, achat durable, le réemploi, etc. On peut exactement avoir les mêmes piliers, mais répartis selon une logique un petit peu différente qui va se mettre au service des projets d'urbanisme circulaire. Donc là, dans la logique urbanisme circulaire, on a 3 grands secteurs. C'est plus offre, demande et gestion des déchets, mais ça va être flux, économie et usage. Donc économie, parce on crée de nouveaux modèles économiques. On va le voir notamment avec le modèle de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Dans les usages, on va voir qu'on peut évidemment repenser dès le début l'usage de nos matériaux, de nos produits, avec notamment des logiques d'éco-conception. Et enfin, dans une logique de flux, on va voir qu'on peut créer des synergies, optimiser ces flux et procéder à plus de solidarité et d'entraide. Et c'est un des fondements de l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, quelques ressources brièvement qui vous sont proposées par l'ADEME. Donc, le support vous sera délivré, vous les aurez en détail. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez venir vers moi et aussi interroger des représentants de l'ADEME, donc François ou Marie qui sont présents aujourd'hui. Donc, la démarche urbanisme circulaire de l'ADEME, tout d'abord, elle est dans un site dédié que vous pouvez trouver en ligne et qui s'appelle XP Urba, donc une plateforme de l'ADEME dédiée aux expérimentations urbaines. Et donc, cette démarche, en fait, en quoi elle consiste? C'est tout simplement une démarche méthodologique avec des outils pour accompagner un projet d'aménagement dans une logique d'urbanisme circulaire. Ses objectifs, c'est d'intégrer l'urbanisme circulaire dans la stratégie d'aménagement et dans le projet. Et donc, voilà, il y a plusieurs étapes dans la démarche. Ça commence par évaluer votre niveau de maturité, définir des objectifs précis, faire évoluer ces objectifs tout au long du projet et identifier des perspectives à plus long terme pour aller encore plus loin. Donc, les 4 grands principes socles de la stratégie d'urbanisme circulaire qui vous sont expliqués dans ce petit guide, ils sont les suivants. Donc, tout d'abord, articuler les échelles, combiner stratégie et opération. En effet, on s'aperçoit que l'échelle opérationnelle n'est pas toujours la plus pertinente pour déployer une démarche d'économie circulaire. Il faut des fois une mobilisation élargie des acteurs ou raisonner à une échelle plus macroscopique. Mettre en réseau toutes les parties prenantes, ça semble évident, et votre présence et la diversité des profils que vous représentez en attestent aujourd'hui. C'est un pilier, donc un pilier socle qui est aussi capital dans une démarche d'urbanisme circulaire. Interroger le cycle de vie de votre projet d'aménagement ou de territoire. Donc, on va y revenir à travers les présentations suivantes, mais cette pensée cycle de vie, elle est très importante, que ce soit à l'échelle d'un produit ou à l'échelle d'un projet ou d'un projet d'urbanisme. Et enfin, raisonner en termes de flux, usage et modèle économique, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec la nouvelle lecture des 7 piliers de l'économie circulaire, qui est complémentaire de la précédente. Ce n'est pas une lecture pour venir remplacer l'autre. Voilà, quelques ressources. Donc là, je ne vais pas m'attarder, mais il y a des liens cliquables qui sont disponibles. Donc il y a des guides, dont un qui est tout récent, 2022, aide à la rédaction d'un CCTP de consultation, d'un AMO, donc ECU, c'est économie circulaire appliquée à l'urbanisme. Voilà. Pour tout complément, le petit guide, et puis vous aurez la présentation, et puis on est à votre disposition, et notamment Marie et François, je pense, seront ravis de vous répondre et de vous accompagner pour aller plus loin sur ces sujets. Donc maintenant que vous avez quelques clés de définition sur ce que c'est que l'économie circulaire de manière générale, et en particulier l'économie circulaire appliquée à l'urbanisme, on va rentrer dans le détail de 3 piliers. Donc vous l'avez bien compris, là on ne va plus parler réemploi et recyclage, même si évidemment ces 2 sujets sont tout à fait complémentaires de ce que vous allez voir et s'articulent avec dans le cadre du modèle économique circulaire. Mais donc on va parler d'autres choses. On va commencer avec le sujet de l'éco-conception. Donc sur ce sujet, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un duo de choc pour nous parler de ces sujets. Donc je vais appeler Jacques Chevalier. Donc Jacques Chevalier, vous êtes coordinateur IGNES
Donc INIES, c'est la base de données nationale de référence sur les données environnementales et sanitaires des produits et équipements de la construction. Et donc vous allez nous présenter d'INIES, qui est finalement un outil au service de l'éco-conception et de la performance environnementale du bâtiment. Et j'appelle dans le même temps Léo Benamor. Vous êtes ingénieur recherche expertise, donc la boucle est bouclée en quelque sorte. On retrouve le CSTB qui était présent avec Camille en début de journée. Donc cette fois, Léo va nous parler d'outils et d'analyse. Donc en complément de la prise de parole de Jacques, Léo va nous parler d'outils, d'analyse et d'évaluation de la circularité des bâtiments, en l'occurrence EcoScale et EC2, si je ne dis pas de bêtises. À vous, messieurs. Normalement, vous avez des micros qui fonctionnent. Celui-là est allumé. Merci. Alors, merci tout d'abord au CD2E pour l'invitation, de me permettre de présenter la base INIES et le programme INIES, donc je vais y revenir. Rapidement, comme l'a dit M. Luton, je suis coordinateur INIES, et donc je vais vous présenter aujourd'hui à ce titre-là comment fonctionne un petit peu la base INIES. Ok, merci. Donc comment fonctionne la base INIES ? Ce qu'on trouve dans la base INIES, et puis je vais essayer de faire le lien un petit peu avec tout ce qui a été présenté dans les différentes tables rondes, puisque finalement, même si c'est un sujet un petit peu différent du recyclage et du réemploi, vous allez voir qu'il y a des liens très forts entre la construction d'une base de données comme INIES et puis tout le travail qui est fait par les acteurs de terrain sur le réemploi et le recyclage. INIES, comme l'a dit Lucien tout à l'heure, c'est une base de données qui stocke aujourd'hui les données qui sont nécessaires aux industriels et aux syndicats professionnels à justifier un certain nombre d'informations pour un certain nombre de réglementations. Donc je vais y revenir après. Cette base, elle est aujourd'hui la propriété de l'Alliance HQE-GBC et elle est administrée par le CSTB. Et elle est alimentée essentiellement par deux programmes, qu'on appelle des programmes de déclaration. Donc il y a le programme INIES qui porte essentiellement sur les produits du bâti, pour faire simple, donc tout ce qui est plutôt structure, clos couvert, un genre de choses. Et puis il y a le programme PEP Eco-Passeport qui lui couvre plutôt les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Et donc avec l'ensemble de ces données-là, vous pouvez constituer et essayer d'évaluer la performance environnementale d'un bâtiment. On va y revenir après. J'ai essayé de mettre le panorama complet ici pour dire que toutes ces déclarations environnementales, donc comme on va y revenir tout à l'heure, qui sont déposées dans cette base par les industriels et les syndicats professionnels, elles sont vérifiées par des tierces parties indépendantes. Voilà. Et donc il y a des vérificateurs qui sont habilités pour les deux programmes. Et cette habilitation pour le programme INIES, c'est géré par AFNOR. Et donc, en tant que coordinateur INIES, je gère la relation avec ces déclarants, mais je gère aussi la relation, bien sûr, avec les utilisateurs des données. Et on va le voir aussi. Donc, il y a un accès, on va dire, direct via le site internet INIES, www.inies.fr. Vous pouvez accéder directement à toutes les données. Et puis, il y a un accès plutôt professionnel, on va dire, pour les abonnés au web service, qui permet de récupérer toutes les données en format digital, qui permettent notamment de construire des outils informatiques qui utilisent les données. Vite. Tac. Je vais passer rapidement sur ce transparent-là, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une gouvernance collective autour d'INIES, parce que les déclarants, bien sûr, viennent poser des données, mais aujourd'hui, vous voyez les logos en bas, de nombreux acteurs collectifs de la construction sont membres de la gouvernance d'INIES. Vous y retrouvez bien sûr les syndicats professionnels, mais vous allez trouver aussi, par exemple, la CAPEB et la FFB qui représentent les entreprises de la construction. Vous allez trouver aussi des certificateurs présents, des maîtres d'ouvrage publics comme l'Union sociale pour l'habitat, l'État et les agences publiques comme l'ADEME, et puis donc le ministère en charge du logement, les représentants aussi des concepteurs avec Syntec Ingénierie par exemple. Et voilà. Donc juste pour vous dire que c'est une gouvernance collective et qui permet effectivement de faire progresser tous les acteurs de la filière. Alors ça c'est plus important, c'est quel type de données on peut trouver dans la base INIES.
Donc là, je vais essayer de faire le lien avec ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Par exemple, Métis, donc qui s'est présenté tout à l'heure, dispose aujourd'hui de 3 fiches de déclaration environnementale et sanitaire dans la base INIES pour les 3 produits qui ont été cités. Et donc, ça permet à des produits comme Métis, cette base, de se valoriser et de pouvoir effectivement être utilisés dans différentes réglementations. Alors, avant, je vais rebalayer les différents types de données. Donc, comme je vous l'ai dit, les données principales, c'est ce qu'on appelle les déclarations environnementales, donc qu'elles soient individuelles, c'est-à-dire pour un fabricant seulement, ou collectives, donc propriété de plusieurs industriels ou de syndicats professionnels. Et donc, il en existe 2 types, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, donc qui sont réalisées selon une norme européenne. Donc, je vais passer le nom barbare, mais voilà, c'est basé sur une norme européenne. Et puis également les profils environnementaux produits, donc les PEP, qui eux concernent donc les équipements électriques, électroniques et génie climatique. Et là aussi, donc les référentiels PEP en fait s'appuient sur des normes ISO et des normes européennes. Et puis vous allez y trouver d'autres données qui sont fournies par l'État, et celles-ci qui servent à l'application notamment de la réglementation RE 2020 sur la performance environnementale des bâtiments. Et donc, vous allez trouver les données environnementales par défaut, puisque aujourd'hui, vous allez voir qu'on n'a pas des déclarations environnementales sur tous les produits, donc il faut ces données-là pour boucher les trous et combler les vides dans la base. Et puis les données environnementales de service, qui sont aussi des données conventionnelles utilisées pour la réglementation. Je vais passer sur le dernier type de données qui est un peu moins courant. Quelques chiffres. Donc, vous voyez un peu la courbe de progression de la base INIES qui a été créée en 2004. Donc, on est parti avec une 50aine de FDES à l'époque. Et aujourd'hui, donc, dans la base avec les PEP et les FDES, on est à plus de 4500. Et ça, c'était au 6 novembre. Si vous regardez sur le site aujourd'hui, on est plutôt à 4700. Donc, on est sur une très forte croissance depuis la sortie de la réglementation RE 2020 début 2022. Et on a effectivement aussi une sorte de démocratisation, c'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt les pionniers, c'était plutôt des gros industriels. Et aujourd'hui, vous voyez, on atteint les 350-400 déclarants et on touche vraiment même des entreprises de taille intermédiaire. Et donc, ça progresse aussi beaucoup de ce côté-là. Alors c'est un petit peu petit, mais je vais faire le lien avec l'approche cycle de vie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va trouver dans INIES? En fait, on va trouver des données sur l'impact sur l'ensemble du cycle de vie des produits ou équipements. Donc quand on dit l'ensemble du cycle de vie, ça va partir effectivement de l'étape d'extraction des matières premières, avec ensuite la fabrication. Et puis vous allez aller jusqu'à la phase de construction avec le transport sur le chantier, la mise en œuvre sur chantier. Vous allez trouver tout ce qui est entretien maintenance également. Et puis la fin de vie. Et c'est là qu'on fait le lien avec tout ce qui a été dit depuis le début de la journée. C'est que dans l'étape de production, les industriels vont essayer de valoriser au maximum le fait qu'ils utilisent des matières premières recyclées. D'où l'intérêt de disposer de données fiables. Mais ça, ce n'est pas trop un problème aujourd'hui. Ils savent nous dire ce qu'ils incorporent dans leurs produits. Ce n'est pas trop compliqué. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est la fin de vie. Puisque la norme les oblige à fournir des données qui sont contemporaines. Donc en gros, ils n'ont pas le droit de dire oh, moi je pense que dans 20 ans ou dans 50 ans, quand on va démolir, ça sera recyclé à 100%, donc je dis 100%. Non, aujourd'hui, ils sont obligés de prendre la situation contemporaine. Et donc, ça peut être difficile pour eux et ils ont un intérêt certain à obtenir et à disposer de données plus fiables sur le devenir en fait, de leurs produits et matériaux aujourd'hui. Donc là, il y a un lien très fort à faire avec toutes les données qui sont collectées et toutes les filières qui se développent pour que les industriels puissent prouver dès maintenant et pas dans 15 ans ou 20 ans seulement, qu'aujourd'hui, effectivement, il y a déjà une partie, même si elle n'est pas encore prépondérante, mais même s'il y a seulement 5, 10 ou 15% de leurs produits qui finissent ailleurs que dans une décharge, ça leur permettra effectivement de tirer un bénéfice pour le fameux calcul du module D qui a été cité. Alors c'est très technique, je ne vais pas aborder ce sujet-là, mais effectivement, c'est un enjeu aujourd'hui de valoriser les pratiques de fin de vie. Je vous ai fait également un petit transparent pour vous expliquer comment accéder aux données d'INIES. Donc, 2 accès possibles, donc gratuit et librement sur le site internet. Vous allez pouvoir consulter toutes les données et également télécharger tous les fichiers PDF des déclarations environnementales. Si vous voulez un usage plus professionnel, effectivement, il faut se connecter au web service pour obtenir des données numérisées et mises à jour régulièrement. Et donc là, il faut passer par une demande d'accès à l'Alliance HQE-JBC.
parce qu'il y a tout simplement une vérification de la conformité de l'usage à des conditions générales d'utilisation qui sont fixées par le conseil de surveillance donc de la base INIES. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'abonnés. C'est aussi en forte croissance. Il y a à peu près 2 ans, on en avait moitié moins. Et là, cette année, en fin d'année, j'ai entre 10 et 15 dossiers de demande d'accès au web service pour des usages. Donc aujourd'hui, les 3 usages principaux, on va dire, des données d'INIES, c'est l'analyse de cycle de vie des bâtiments pour l'éco-conception, justement, des bâtiments, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Le bilan carbone Scope 3, donc là c'est plutôt les entreprises de la construction qui sont concernées parce qu'elles ont besoin des produits de construction et des équipements qu'elles mettent en œuvre pour faire leur bilan gaz à effet de serre. Et puis l'analyse de flux de matière ou l'usage en économie circulaire aussi qui a été reconnu. Et là ça va me permettre de faire la transition avec la présentation de Léo derrière. Juste pour vous dire aujourd'hui, donc si vous avez des questions sur INIES, si vous connaissez ma INIES, n'hésitez pas à adresser vos questions à inies@hqegbc.org. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Merci, la transition est parfaite. Peut-être juste avant de donner la parole à Léo, est-ce qu'il y a une ou deux questions à poser de votre part? Boris. Bonjour. Alors, Boris Marchand de la société Amorim Cork Flooring. On est fabricant de revêtements de sol liège décarboné. Est-ce que vous pouvez me présenter la différence entre l'EPD et la base INIES, s'il vous plaît? Alors, l'EPD, c'est un terme générique donc, qui est défini dans la norme ISO 14025, pour ne pas rentrer dans les détails, mais qui en fait, il veut dire Environmental Product Declaration. Et les FDES ne sont que la traduction franco-française de ce qu'est une EPD, sachant que les FDES existaient en l'an 2000, alors que la norme ISO 14025, elle a défini le terme EPD uniquement en 2006. Voilà, et donc en bon franchouillard, on a gardé notre terme franco-français, mais en quelque sorte, c'est une EPD enrichie d'informations sanitaires, puisque je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi des informations sanitaires dans les déclarations environnementales qui sont sur INIES. Voilà. Et après, en termes de différence, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on dit qu'effectivement tout est harmonisé avec une norme européenne, il y a encore des écarts entre pays. Par exemple, la France, pour la mise en place de sa réglementation, a ajouté un complément national à la norme européenne. Donc les FDES, les déclarations, elles doivent être conformes à ce référentiel réglementaire et pas uniquement à la norme européenne. Voilà, donc ça ajoute un petit peu, voire beaucoup de complexité pour les acteurs industriels. Merci. Puisqu'on est dans les acronymes, INIES, je ne sais pas si vous ne l'avez peut-être pas dit. Ça veut dire impact sur l'information, information sur les impacts environnementaux et sanitaires. Ça valait la peine de le préciser. Merci. Alors Boris, vous pouvez peut-être couper votre micro. Il faut appuyer sur le bouton. Merci beaucoup. À Léo, donc ce sera à vous de poursuivre. Donc toujours sur ce sujet de l'éco-conception, mais cette fois avec des outils d'analyse de la circularité qui sont proposés par le CSTB. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vous ai présenté du coup 2 outils que le CSTB a développés pour caractériser la circularité des produits matériaux de construction, mais également, on va le voir, pour le bâtiment. Bon, on vous avait promis avant notre passage qu'on n'allait plus parler de réemploi, de recyclage. Bon, on va quand même un petit peu revenir dessus. Peut-être avant ça, faire un point sur la définition de l'éco-conception pour préciser qu'aujourd'hui, il n'existe pas forcément de définition harmonisée. Donc, par exemple, il y a l'ADEME qui caractérise l'éco-conception d'après son site internet comme la capacité de concevoir une offre ou un produit. Donc un produit, on peut entendre un bien ou un service plus respectueux de l'environnement. Donc après, on peut retrouver des définitions normatives un petit peu plus poussées. Et on peut voir aussi qu'entre les normes, on n'a pas forcément les mêmes définitions. Concrètement, l'éco-conception, on peut la résumer en 3 points qui semblent importants de rappeler. C'est une démarche en fait, qui vise à réduire l'impact environnemental d'un produit ou d'un service. C'est également une démarche qui doit porter sur l'intégralité du cycle de vie du produit avec une perspective multicritère. Jacques présentait une FDES tout à l'heure. Vous avez pu voir un grand tableau avec plein de valeurs. En fait, c'était l'intégralité des impacts environnementaux et des critères environnementaux qui étaient considérés. Donc en fait, on va le voir derrière, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on peut considérer dans une démarche d'éco-conception. Et enfin, la démarche d'éco-conception, en fait,
doit être prise en considération dès la phase de conception du produit, tout en conservant les fonctionnalités et les performances du produit. Comme je vous le disais, la base INES en fait, fait un petit peu un état des lieux de l'intégralité des impacts environnementaux d'un produit. Donc en fait, c'est une démarche d'évaluation, donc comme en anglais, déclaration environnementale et sanitaire. Dans une démarche d'éco-conception, on peut regarder plusieurs aspects, la circularité d'un produit, l'impact carbone qu'il peut avoir, sa durabilité, mais concrètement, c'est une approche qui doit faire face à des compromis. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on va vouloir optimiser, par exemple, l'impact carbone d'un produit, il va falloir faire des compromis sur d'autres critères, d'autres impacts environnementaux. On peut imaginer, par exemple, devoir faire des compromis sur l'impact sur la biodiversité d'un produit. Donc du coup, c'est une thématique qui couvre... L'éco-conception, ça couvre plusieurs thématiques, mais ça peut aussi également être traité à plusieurs échelles. On peut faire de l'éco-conception d'un produit, de l'éco-conception d'un système constructif, mais également l'éco-conception d'un ouvrage. Hop. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu un focus de l'éco-conception au service de la circularité. Donc à travers du coup l'outil EcoScale, donc l'évaluation de la circularité à l'échelle du produit ou de son usage que le CSTB a développé. Et également, je vais également vous présenter l'outil d'analyse de circularité à l'ouvrage, l'outil d'analyse de la circularité à l'échelle ouvrage EC2, du coup qui est développé avec le soutien de l'ADEME, qui est piloté par l'Alliance HQE et pour lequel le CSTB et EVA participent. Donc, EcoScale, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une évaluation de la circularité à destination des produits des industriels qui se base sur 4 indicateurs de circularité. On a un premier indicateur de circularité qui vient caractériser les matières entrantes dans le produit via un indicateur de contenu en matière recyclée et renouvelable. Donc, cet indicateur-là vient caractériser l'étape de production du produit. Il y a 2 indicateurs qui viennent plutôt caractériser l'utilisation du produit via un indicateur de démontabilité et un indicateur de réemployabilité pour caractériser l'allongement de la durée de vie du produit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on entend nous par démontabilité ? C'est la capacité qu'a un produit à être déposé sans l'endommager en vue de son réemploi ou de son recyclage. Donc ici, dans cet indicateur-là, on vient regarder comment le produit est fixé, s'il est fixé avec des connexions mécaniques réversibles, s'il a été collé, mais également comment il s'intègre dans l'ouvrage, c'est-à-dire en fonction de son usage. Un même produit peut avoir différents usages dans un ouvrage. Concrètement, pour vous donner un exemple un peu concret, un panneau d'isolant, il peut se retrouver sous une toiture ou sous une chape, et ça ne va pas du tout être les mêmes opportunités de réemploi ou de recyclage. Ça va être beaucoup plus compliqué de venir déposer proprement un isolant qui est sous une chape que directement accessible dans une toiture. Et enfin, notre dernier indicateur, c'est un indicateur de recyclabilité qu'on vient pour caractériser en fait les opportunités de recyclage en fin de vie du produit. Donc ici, on va venir regarder concrètement si le produit est constitué de différents matériaux, de quel type de matériaux il est constitué, est-ce qu'il existe des filières de recyclage associées à ces matériaux-là, mais également, on vient aussi regarder s'il contient des substances éventuellement dangereuses qui pourraient être interdites dans le futur, qui pourraient impacter le potentiel de recyclabilité du produit dans les années à venir quand il sera potentiellement déposé. Et on a également, à la fois dans notre indicateur de réemployabilité et de recyclabilité, des questions de traçabilité des produits qui ont été évoquées aujourd'hui, notamment dans des stands. Concrètement, comment EcoScale s'affiche ? Donc, c'est une évaluation qui est à destination des industriels. Le CSTB va venir évaluer sur les 4 indicateurs la circularité du produit et va venir attribuer une note A, B, C, D ou E, facilement compréhensible et intuitive, selon les 4 indicateurs. Donc chaque évaluation en fait, se fait en fonction des différentes dimensions, en fonction des différents usages, pour un même produit. Donc un même produit peut avoir plusieurs couples produit-usage et donc plusieurs évaluations. Donc là, vous avez à l'exemple, à l'écran, un produit un petit peu type. Donc c'est un panneau sandwich. On avait retenu un usage d'éléments de façade avec un mode de fixation évalué dans ce cas-là de système d'emboîtement et avec une certaine dimension retenue, parce qu'on vient de notre indicateur de démontabilité également, il y a des calculs qui sont réalisés à partir des dimensions des produits. Les produits qui sont plus lourds sont généralement plus coûteux et onéreux à déposer, donc du coup, voient leur démontabilité réduite. Donc concrètement, vous pouvez voir que les résultats obtenus pour ce produit-là, c'est un indicateur de B pour le contenu en matière recyclée et renouvelable, de A en démontabilité, de C en réemployabilité et de C en recyclabilité. Aujourd'hui, ces données-là, elles sont capitalisées dans une base de données à disposition de tous, donc sur le site du CSTB Évaluation. Et
Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de produits d'industriels, c'est des produits qu'on a qualifiés de produits types. Pour faire le parallèle avec la base Ignes, c'est des produits un petit peu des données par défaut. Concrètement, on est venu appliquer nos indicateurs de circularité à des systèmes constructifs et en fonction des différents matériaux, des différents usages et des différents modes de fixation. Donc si vous êtes intéressé par EcoScale, n'hésitez pas à aller sur le site du CSTB Évaluation, et sur ce site-là, il y a également les liens pour nous contacter si vous êtes intéressé en tant qu'industriel pour faire évaluer votre produit. J'ai pas la slide, mais concrètement, comparativement à la réalisation d'une fiche FDES, on est sur dans ce cas-là un audit documentaire, donc on est sur des coûts qui sont bien moindres comparé à la réalisation d'une analyse de cycle de vie complète. Enfin, je vais vous présenter un autre outil que le CSTB développe, donc l'outil ECDE d'évaluation de la circularité des bâtiments, donc pour la construction neuve, donc à l'échelle, donc l'évaluation de la circularité à l'échelle ouvrage. Concrètement, l'outil ECDE, c'est un outil web qui se base sur la méthode MFA, ou qui vient prendre en données d'entrée des fichiers RS2E, donc pour récapitulatif standardisé d'études énergétiques environnementales et environnementales. Concrètement, il faut comprendre que c'est des fichiers associés à la réglementation RE 2020 qui viennent faire un récapitulatif des différentes données et produits qui sont utilisés dans le bâtiment neuf qui sont construits. Les opérateurs ont également la possibilité d'intégrer des compléments d'informations à saisir. Concrètement, s'ils ont des plans pour améliorer le réemploi ou le recyclage de leurs produits, ils peuvent qualifier ces éléments-là dans l'outil. Cet outil-là, il se base également sur le web service de la base Ignes qu'a présenté Jacques. Et concrètement, à l'issue de l'application de cet outil-là, en fait, on va avoir une réalisation de diagrammes de Sankey qui vont faire venir un état des lieux, concrètement des matières secondaires qu'on va venir retrouver dans notre bâtiment neuf, mais également des potentiels de recyclage et de réemploi, d'indicateurs de circularité qui sont associés à ce produit-là. Donc, les résultats se visualisent de cette façon. Concrètement, on va avoir des flux. Donc, concrètement, ici, dans ce produit-là, sur ce lot-là, donc en fait, les résultats sont présentés par lot. Et on va avoir des diagrammes de Sankey qui vont faire un état des lieux des flux, donc concrètement le taux en matière vierge du produit, le taux en matière recyclée, les potentiels de recyclage et potentiellement quelle masse du bâtiment va être amenée à être éliminée ou enfouie. Et merci de votre attention. Merci Léo. Est-ce qu'il y a une question pour Léo, ou pour revenir sur ce qu'avait dit Jacques, sur l'éco-conception? François. Oui, merci beaucoup pour les présentations. Une petite question pour Jacques. Vous avez parlé de l'analyse des flux matières. Vous pouvez donner un exemple peut-être concret d'une demande, ou enfin ce qui est possible de faire à travers l'outil? Eh ben, par exemple, aujourd'hui, dans Ignes, vous allez trouver en fait une information qui est la décomposition de ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle du produit. Donc, par exemple, 1 mètre carré d'isolant ou 1 mètre carré de fenêtre type. Vous allez trouver la décomposition matière. Donc, par exemple, pour une fenêtre, vous allez trouver X kg d'aluminium ou X kg de PVC ou de bois, plus X kg de verre plat, plus du métal pour les poignées, ce genre de choses. Et ça peut vous permettre donc de faire, en couplant justement avec les fichiers RS2E dont parlait Léo, ça peut permettre de faire un calcul complet à l'échelle de l'ouvrage de l'ensemble finalement du gisement de matière qui est stocké dans le bâtiment, et derrière ça peut permettre d'anticiper finalement, alors moi je ne suis pas expert, mais un espèce de diagnostic PEMD dès la conception finalement. Voilà. Ok. Merci. Merci. Peut-être pour repréciser, c'est aussi l'enjeu de l'outil EC2, c'est de réaliser les flux de matière qui rentrent dans le bâtiment et qui sont anticipés pour la déconstruction future du bâtiment. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On va passer donc à notre sujet suivant. Donc on va parler à présent écologie industrielle et territoriale. Donc je vais inviter à nous rejoindre donc Lionel Bruich, responsable territorial de l'association Ecopal, association dunkerquoise, spécialisée donc dans l'écologie industrielle et territoriale, on va dire EIT dorénavant, peut-être pour faire un peu plus court.
Donc, vous allez nous parler voilà, de retour d'expérience de votre association qui est spécialisée sur ce sujet, expliquer un petit peu peut-être la genèse de votre création, votre démarche et quelques projets phares autour du secteur du bâtiment. Et on accueille également Régis Van de Kerkhove, responsable de projet à la direction REF3 à la région Hauts-de-France. Et donc, vous allez nous parler de la nouvelle stratégie EIT de la région Hauts-de-France, puisque voilà, la région n'était pas encore dotée d'une telle stratégie. Et donc là, ça vient de démarrer en lien avec l'ADEME. Et donc, la région Hauts-de-France rejoint le réseau avec les autres régions sur ce sujet de l'EIT. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant la parole. Lionel, à vous de poursuivre pour nous parler d'Ecopal. Bonjour à tous, merci pour cette intro. Alors juste pour rappeler rapidement ce que c'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc comme tu l'as dit, c'est un des piliers de l'économie circulaire. Je le résume assez souvent par le fait de développer des synergies entre les acteurs dans un but de préserver les ressources. Donc deux types de synergies, les synergies de substitution et les synergies de mutualisation. Dans ces types de synergies, on peut parler de matière, on peut aussi parler d'énergie, d'eau, de ressources de tout type. Et donc, avec des méthodologies de développement de ces synergies qu'on applique nous-mêmes. Forcément, quand on veut développer une synergie, notamment de substitution, on a eu finalement des exemples très parlants aujourd'hui. Alors j'ai en tête le sujet du plâtre, les menuiseries, où on a forcément besoin d'aller chercher un gisement. Où il est, est-ce qu'il est centralisé, diffus. Ensuite, il faut un acteur qui puisse le démonter, le démanteler ou le transformer. D'ailleurs, je félicite justement ces acteurs-là qui ont fait des présentations, qui sont porteurs de projets de transformation de ces matières, parce qu'on voit qu'il y a un sujet de massification à chaque fois, et sans ces porteurs-là, sans cet élément-là, voilà, la chaîne ne peut pas être complète. Et enfin, forcément, il y a les débouchés de valorisation qui sont les clients finaux de ces matières-là. Il y a ces trois lignes finalement. On pourrait ajouter le développement d'activités innovantes qu'on souhaite sur cette thématique-là. Alors pour accompagner ce type d'action, c'est bien qu'on est accompagné. Hein. Le CD2E est là sur certaines thématiques. Ecopal, on est présent sur le Dunkerquois depuis 2001 sur le sujet de l'écologie industrielle et territoriale. On propose différents services à nos adhérents notamment. La collecte mutualisée de déchets, c'est une des synergies de mutualisation de la thématique écologie industrielle et territoriale. Les entreprises ont besoin... alors forcément, il y a l'avantage économique de mutualiser, ça fait effet de masse. Et ça, c'est un sacré avantage quand on souhaite argumenter auprès des entreprises pour les attirer dans une démarche d'économie circulaire. Mais il y a aussi le soutien, le besoin pour ces entreprises d'être accompagnées, parce qu'il y a des petites entreprises qui ont souvent des personnes qui sont multicasquettes et qui ont besoin d'être, rassurées sur est-ce que je respecte la réglementation, est-ce que tout ce que je fais c'est bien, et est-ce que les solutions que j'ai mises en place sont les bonnes. Et puis ensuite, sur le facteur environnemental, est-ce que mes déchets partent bien où il faut, dans des filières locales. Donc c'est aussi pour ça que les entreprises, parfois, même souvent, font appel à ce type de structure. Donc on a forcément l'accompagnement au développement de synergies. On accompagne aussi les acteurs sur site à mieux gérer leurs déchets, aussi leur consommation d'eau. Et après, on peut mener des études de gisement. Là, on parle d'actions plus territoriales où on vient regarder ce qui existe sur les territoires en termes de gisement et qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme action sur un territoire pour faire avancer le sujet. Et juste pour info,
tu vas parler du réseau régional après, où on participe fortement. Et tout ça fait le lien aussi avec le réseau national, parce que l'écologie industrielle, c'est des synergies, mais il y a des synergies aussi entre les acteurs d'un territoire, entre les territoires et entre les régions au niveau national. Alors, j'allais dire petit exemple, mais ça, c'est pas un petit exemple, c'est plutôt un énorme exemple. Le territoire dunkerquois est précurseur sur le sujet de l'écologie industrielle. Là, on a vraiment les synergies industrielles. Ça ne veut pas dire que l'écologie industrielle se résume à ça. On a sur le territoire dunkerquois ArcelorMittal, donc avec sa production d'acier. Et dans cette production d'acier, il y a comme coproduit du laitier, donc du laitier sidérurgique, et Ecosem, qui s'est implanté en 2019, lui récupère ce laitier qui le broie, qui le sèche, d'ailleurs qui le sèche grâce à des gaz sidérurgiques qui proviennent aussi d'ArcelorMittal, pour en faire une sorte de sable pour produire du ciment. Voilà, je fais le lien avec le monde du bâtiment. Voilà, c'est un exemple. C'est plusieurs centaines de milliers de tonnes par an qui sont valorisées. En fait, voilà, on a beaucoup parlé de déchets du bâtiment. Il y a aussi la filière amont, où on peut aller chercher d'autres déchets. Je sais que le CD2E a travaillé déjà sur ce sujet. On a aussi parlé du textile tout à l'heure pour l'isolant. Donc, il y a aussi d'autres filières à aller chercher. Et là, c'est là où on voit le développement des synergies qui peut être important. Autre petit pas de côté sur les valorisations du lin. C'est un autre secteur. Et là, on vient finalement casser aussi les frontières entre les filières, avec la filière de l'agriculture. 3 types de valorisation qui existent, alors avec deux possibilités, la valorisation énergétique et la valorisation matière. Un réseau de chaleur qui s'est mis en place sur le territoire de Wormhout, avec un réseau qui fait 1,5 km de long, qui alimente un EHPAD, un centre aquatique et un groupe scolaire. Et donc ça, c'est avec les Anadlins. Les Anadlins qui est un coproduit du lin, le lin qui est principalement utilisé pour sa fibre textile, mais qui a d'autres produits qui sont valorisables. Voilà, donc comment chauffer un bâtiment de manière plus vertueuse. Donc ça se fait pas très loin sur la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Et sur la valorisation matière, il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Batilin. Je pense que certains doivent le connaître, et qui a pour but de aussi valoriser ces anadelins, sachant que sur le territoire dunkerquois, c'est à peu près 50 000 tonnes d'anadelins qui peuvent être valorisés. Batilin vise à en valoriser 15 000 tonnes donc par an, pour produire 3 millions de blocs. Tu vois, les chiffres importants, de sorte de parpaing isolant qui permet de faire de la rénovation et construire pour le bâtiment. Et donc c'est une chaîne de production qui sera mise en place d'ici 2024-2025. Voilà, donc l'écologie industrielle permet aussi de faire du développement, et on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, du développement économique vertueux sur le territoire. Et puis le petit dernier exemple, c'est les gobelets en lin qui existent aussi. Pas trop de lien avec le bâtiment, quoique je suppose qu'on boit aussi dans des gobelets dans les bâtiments. Dernier exemple sur lequel on travaille particulièrement chez Ecopal, on a lancé une étude de valorisation des EPI. Donc ça fait le lien aussi avec les acteurs du BTP. Je pense que
mais pas que. Tout le monde utilise des EPI sur les chantiers, dans les industries ou même dans les collectivités. Et donc l'objectif, c'est de monter une filière de valorisation globale de ces EPI. On a eu plusieurs fois des demandes d'entreprises qui ne savent pas quoi faire de ces EPI. Et donc là, la première étape, c'est de connaître le gisement d'EPI, donc que ce soit les casques, les charlottes, le textile, les chaussures, et de connaître les filières existantes sur le territoire et les compétences aussi sur le territoire Hauts-de-France ou aussi national. L'objectif étant de massifier cette valorisation. Donc là, vous avez 2 petits QR codes. Si vous êtes une entreprise, que vous avez des EPI, ou si vous êtes un fournisseur, vous vendez des EPI, vous pouvez participer à ce questionnaire. L'étape d'après, c'est vraiment de monter la filière au niveau local pour pouvoir valoriser ces EPI. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, mon petit dernier point sur le développement de l'écologie industrielle et territoriale, finalement, on a quand même pour but de casser un peu les frontières entre les acteurs. Voilà, dans les projets que je vous ai présentés, on a des acteurs de l'ESS, on a des acteurs industriels, on a la collectivité, on a des assos, on a des écoles, des universités, de casser les frontières entre les filières. Là, on a parlé d'industrie lourde, d'agriculture, de bâtiments, et puis ensuite casser les frontières entre les territoires et pour pouvoir développer des synergies interterritoriales, et ça sera un des objectifs du réseau régional de l'EIT. Parfaite transition. Une petite question juste avant, peut-être pour Lionel? Pas forcément. Ok. Parfaite transition. Tu enchaînes, Régis. Ok. Ouais. Bonsoir ou bonjour à tous. Donc Régis Zandekerkov, conseiller régional des Hauts-de-France. Et donc je vais tout de suite entamer et me reposer largement sur ce qu'a pu dire Lionel. Et je te remercie sur la présentation de l'EIT. Ça va me faire gagner un peu de temps sur les aspects. Aller plus sur le concret. Donc, quelques constats. On en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Je suis content que cette diapo n'ait pas été présentée plus tôt dans la journée. À savoir l'extraction domestique par groupe de matières au niveau mondial. Donc, pardon de la qualité peut-être de la diapo. Tout ça pour vous dire que c'est une illustration. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais depuis les années 70, on a triplé les extractions domestiques par les différents groupes de matières que vous avez sur la droite. Donc on est en billions de tonnes, donc en 1000 millions de tonnes au niveau mondial en 2017. Donc je ne suis pas sûr que la courbe ait beaucoup diminué depuis. Donc là, on est vraiment dans une illustration assez forte de l'économie linéaire que tu évoquais en introduction tout à l'heure. Et puis un autre constat, là si vous ne voyez pas bien, je ne veux pas dire que c'est fait exprès, mais je vous invite surtout à aller consulter le document du CERD qui est également téléchargeable sur la question de la sobriété foncière. Donc je ne vous demande pas de vous fatiguer les yeux à essayer de lire ce qui est marqué sur cette diapo, surtout pour vous dire qu'en une quarantaine d'années, 7 lois ont abordé les questions d'artificialisation des sols. On n'a pas que la loi ZAN dont on parle énormément. Au-delà des lois, divers sujets variés, Grenelle 2 et j'en passe, planification, qui ont peut-être contraint aussi vos métiers au niveau du bâtiment. Nous, on a plutôt envie, pardon pour la provocation, de voir ça comme des opportunités aussi de travailler peut-être différemment et de quitter cette fameuse économie linéaire évoquée tout à l'heure vers une économie circulaire et via les notions d'écologie industrielle et territoriale qui sont effectivement dans une approche de mutualisation des pratiques. Je ne savais plus qu'il y a une animation. Hop. Donc, quand on parle de REV 3, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours magistral, c'est en une diapo et je ne vais pas rentrer dans le détail, si ce n'est pour vous dire que cette illustration vous montre la finalité qu'on a au niveau du conseil régional. Alors l'horizon 2050, voilà, c'est une illustration, il n'y a pas de valeur commerciale à ce qui est montré là. Malgré tout, l'intérêt, ce sont les 2 courbes qu'on souhaiterait faire correspondre à un moment ou à un autre le plus proche possible de 2050, en termes de réduction de consommation des ressources, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient matières, qu'elles soient ressources humaines, pourquoi pas, mais surtout le développement du mix énergétique qu'on base sur les énergies renouvelables. Et donc ce que vous avez en rouge encadré, ce sont des filières qui vous concernent, vous acteurs du bâtiment en particulier, et je ne vais pas dire moins bien ce qui a été dit depuis le début de la journée en termes de réemploi, recyclage et autres
je vais dire, gestes vertueux qui font qu'on a une moindre consommation des ressources. Et la façon de basculer, en tout cas d'accompagner cette réduction de ces consommations, c'est aussi de passer au-delà du développement du mix énergétique par les notions d'EIT que vient de vous évoquer à l'instant Lionel. Donc je ne reviendrai pas sur le concept et sur les quelques exemples, mais plus sur ce qui nous a amené à créer ce fameux réseau qu'on vous tease depuis tout à l'heure. Donc quand on parle de EIT, on n'a pas attendu, Dieu merci, 2023 pour travailler sur ces sujets-là. On a pu accompagner, même avant la fusion des régions, de part et d'autre, de ce qui est désormais la région des Hauts-de-France. On a travaillé sur ces sujets, donc on a accompagné divers acteurs du monde, aussi bien public et privé. Donc généralement, on touche les quelques illustrations que vous avez là. Ce sont généralement des exemples portés par des agences d'urbanisme, par des collectivités, toujours dirigés vers le monde économique pour faire en sorte de créer du lien, faire en sorte que des mutualisations se créent telles que a pu l'illustrer Lionel à travers ces quelques diapositives tout à l'heure. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail de ces réalisations, pour vous dire malgré tout qu'elles sont également évidemment à disposition au-delà du diaporama. Ce sont des éléments qui sont tout à fait diffusables. Trop vite. Donc je vais aller tout de suite sur le réseau. Je ne vais pas aller trop longtemps sur sa genèse, je vois l'heure aussi qui tourne. J'en profite pour remercier plusieurs acteurs qui sont également présents et en particulier CD2E, et merci pour l'invitation à cette présentation, qui ont participé à cette préfiguration. Donc ça nous a pris un temps certain, ça dépend comment on peut le prendre, pour faire cette préfiguration. Mais on a pris le temps d'interroger aussi bien en interne les acteurs, donc à peu près 100-150 acteurs au niveau de la région, également en externe. Donc on est, comme tu l'as dit Lucien en introduction, une des dernières régions de France à disposer d'un réseau EIT. Mais finalement, on bénéficie des retours d'expérience de nombre de régions qui ont un peu essuyé les plâtres avant nous, donc on les en remercie à nouveau. Et donc, je ne vais pas dire qu'on fera mieux que ces différentes régions, mais au moins, on a beaucoup de sources d'inspiration grâce à elles. Donc ce réseau en une diapo, donc comme vous voyez en bas de la diapositive, donc on est bien en région Hauts-de-France, donc il a pour but de travailler effectivement à destination des acteurs des Hauts-de-France, mais pas que. Et je pense que la plupart des structures que vous représentez aujourd'hui vont bien au-delà des frontières géographiques de notre région, donc ça tombe plutôt bien. On pourra être amené à travailler ensemble sur ces sujets. Et vous pouvez le prendre par l'ordre que vous voulez. Ce réseau, il a une velléité à travailler évidemment là aussi avec le public, avec le privé, avec les fédérations professionnelles. Je vais forcément en oublier 3 petits points, le monde associatif, etc. Et donc ces différents piliers, ils sont résumés ici. Donc une valorisation des actions et des acteurs. Là, on a eu quelques illustrations par Lionel, mais on a nombre d'illustrations qu'on souhaite vraiment valoriser à travers différents supports, que ce soit des réunions de ce type-là, que ce soit notamment la plateforme qu'on va créer, qui sera disponible 24/24. Vous pourrez y aller autant que de besoin pour voir les informations et les retours d'expérience des acteurs, en particulier des Hauts-de-France. Quand on parle de partage de ressources, donc c'est via la communauté régionale sur Synapse, mais pas que. Donc Synapse, c'est le réseau national auquel nous participons largement, et on aura aussi des effets. On ne va pas dire qu'on va tout faire au niveau des Hauts-de-France, mais certainement, si on reste sur le sujet du jour au niveau du bâtiment, on a beaucoup d'expérience. On a, je sais que dans ces jours derniers, une réunion un peu similaire qui a été tenue au niveau de l'Auvergne sur les métiers du bâtiment et l'économie circulaire. Donc voilà, il y a des choses qu'on pourra faire valoir à travers ce réseau régional. On fera, comme on le faisait jusqu'alors, un soutien des différentes synergies, donc des projets territoriaux. Donc c'est pas du gré à gré. Si vous venez nous voir à Dem Région pour nous dire on a besoin de vous, on va mettre une filière en place sur, je sais pas, le recyclage de palettes. C'est très bien en soi, mais on a une approche qui se veut territoriale et la plus large possible. On a participé à 2 heures à un webinaire où on parlait de politique des petits pas avec un territoire régional. Voilà, c'est pour vous accompagner aussi à ça. La formation des acteurs, donc ça passe par une sensibilisation aussi bien des techniciens, des élus,
des clubs d'entreprise, pourquoi pas, des fédérations dont vous faites certainement partie également, pour aider à l'émergence des synergies, parce que l'un des premiers critères, l'un des premiers points pour la création de synergies, c'est la confiance. Et la confiance, c'est pas forcément facile. Je parle des professionnels, je pense, et c'est pas forcément facile à acquérir, et ça peut prendre du temps. Et donc, il y a besoin de ce type de relais. En tout cas, c'est ce qu'on suppose pour faire en sorte de faciliter ces synergies. Et donc, ça peut concerner aussi bien des territoires qui démarrent sur ces sujets. Et j'ose imaginer sur le Dunkerquois aussi, on pourrait être aussi amené sur des territoires plus matures à accompagner, à former des acteurs qui n'auraient pas encore cette sensibilisation-là. Si Ecopal n'a pas pu encore les contacter, pourquoi pas. Et puis la coordination des acteurs, ça, quand on parle de coordonner, hein, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est surtout faire en sorte de, je l'ai dit tout à l'heure déjà, provoquer des réunions régionales, provoquer des groupes de travail. En début d'année prochaine, on va faire des groupes de travail thématiques, par exemple sur des filières spécifiques. Donc tout à l'heure, on évoquait la filière du plâtre, on évoquait d'autres filières qui ont été évoquées depuis ce matin. Donc on s'interdit aucun sujet avec aucun acteur. Donc c'est vraiment, là j'insiste bien, ouvert au public, au privé. Et le but, c'est ce qu'on verra dans une diapo suivante. D'ailleurs, je pense que je vais y aller assez rapidement. Voilà, ça c'est la structuration en tant que telle, donc c'est la façon dont on va organiser les choses à partir de maintenant. Donc les différentes rencontres, les différents groupes de travail dont je viens de vous évoquer tout à l'heure, et puis les événements. Donc itinéraire de l'EIT, vous connaissez peut-être déjà ou pas. Si vous ne connaissez pas, vous aurez l'occasion de faire connaissance de cet événement au début de l'été prochain. Et donc pour ne pas perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire juste avant cette diapo, on a déjà identifié un bon nombre de territoires. Donc la diapo, voici, vous voyez quand même assez bien les différents territoires qui ont à différents degrés de maturité des démarches de synergie, hein, vraiment de IT à l'échelle de l'ensemble de l'EPCI. On a organisé vendredi dernier avec l'ADEME une réunion justement auprès de ces animateurs. Donc on avait 17 collectivités présentes à cette première réunion. Et vraiment le but, c'est de faire masse. Tout à l'heure, Lionel évoquait justement, par exemple, sur les aspects des EPI, il n'est pas impossible que, voilà, on ait des propositions, des demandes de PCI, mais également de votre part, en disant, moi j'ai une filière qui m'intéresse, j'ai pas cet effet masse, j'ai pas le nombre d'acteurs suffisant dans mon spectre pour expérimenter telle ou telle filière qui pourrait créer des synergies à une échelle plus large. Ce qu'on vous propose, c'est de venir vers nous, vers l'ADEME, vers la région. On pourra vous mettre en relation avec ces différents territoires et ils pourront eux-mêmes se porter candidats pour accompagner vos projets de synergie à l'échelle de votre profession. Je ne suis pas forcément très bien le diaporama, donc je cite quelques acteurs et évidemment l'ADEME avec qui on copilote et on cofinance durant 3 ans ce réseau et ce marché. La liste est non exhaustive, donc j'étais sûr d'oublier personne. J'espère que bon nombre d'entre vous seront aussi plusieurs nouveaux acteurs régionaux qui nous accompagneront dans cette démarche dans les années qui viennent. Une petite illustration, j'ai essayé quand même de faire le lien avec le bâtiment. Il ne vous aura pas échappé, et on l'a évoqué déjà dans la journée, la création du canal Seine-Nord. On a pas mal évoqué le réseau en tant que tel, enfin la création du canal en tant que tel, mais pas forcément des ports en eux-mêmes. Et les ports, il y a aussi des opportunités potentiellement pour vous, acteurs du bâtiment. Ils ne sont pas existants à l'heure où on parle. Donc je ne suis pas en train de vous prôner l'artificialisation des sols à outrance. Pour autant, ces ports ils seront en connexion avec des zones d'activité pour certains d'entre eux qui sont déjà existantes ou pas. On a déjà travaillé sur les différents plans de masse de ces ports intérieurs pour faciliter les synergies et l'EIT à l'échelle de ces ports. Mais il y aura forcément des coûts à jouer, si je peux me permettre cette expression, pour vous, pour faire en sorte justement d'accompagner ces projets. Et pourquoi pas être aussi producteur de solutions, apporteur d'idées pour faire en sorte que ces ports, qui dans 10 ans a priori seront existants, puissent faire œuvre d'EIT dans leur conception et dans leur fonctionnement. Et donc dans la diapo, ce que vous voyez là, ce sont les différentes portes qu'on peut prendre
Ça passe par des directives d'aménagement qui sont déjà votées au niveau du canal Seine-Nord. Ça passe par des études sur le projet d'aménagement qui vont bien au-delà de l'EIT. Je ne vous ferai pas l'offense de vous évoquer ces DILAB que vous connaissez déjà très bien par ailleurs et qui sont aussi des liens que nous sommes amenés à faire au travers de ce réseau. Et donc pour quasiment terminer, ce réseau, il aura cette volonté-là de développer les échanges. Donc je radote un peu et je m'en excuse. La coopération, c'est les différents acteurs. Donc voilà, ne soyez pas timides. Venez vers nous pour créer cette dynamique régionale. Et ça ira aussi, pour vous donner un peu une carotte, vers un soutien de notre part à DEM Région, mais pas que. On parle d'ingénierie financière, mais également technique dans ces approches. Et pour quasiment terminer, si nous vous avons passionné avec Lionel sur ces sujets de l'EIT, se tient la semaine prochaine, donc c'est un peu bientôt, les rencontres nationales de l'EIT au Havre. Donc si tant est que vous ne puissiez pas vous y rendre, on pourra vous faire part des éléments qui seront présentés à cette occasion-là. Voilà sur la présentation. Je finirai juste sur une dernière, j'ai dit, voilà. Vous avez quelques contacts, bon je t'ai dénoncé Marie, je suis désolé. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau qu'on copilote avec l'ADEME. Donc vous avez ici les noms des personnes qui copilotent ce réseau. Donc on vous invite vraiment à venir vers nous autant que de besoin pour alimenter et participer à cette dynamique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Régis. Vous évoquiez donc les rencontres nationales de l'EIT prochainement. Est-ce qu'il y a une ou deux actus du réseau déjà, les prochaines étapes, ou il y a peut-être des dates pour les rencontres GT? Est-ce qu'il y a une ou deux infos à faire passer là-dessus? Oui, merci. Alors, je ne vais pas forcément faire dans le bon ordre. Au niveau des dates, on parlait des rencontres régionales, donc qui s'appelaient jusqu'à présent, qui s'appelleront encore certainement demain, itinéraire de l'EIT. Donc la date exacte, on en a une en tête, mais elle n'est pas encore validée, donc je ne vais pas vous la donner, si ce n'est pour vous dire que ce sera fin juin, début juillet, et qu'on va la diffuser très prochainement. Donc on se fera un plaisir de vous donner l'information par notre intermédiaire, j'espère également par l'intermédiaire du CD2E qui sera évidemment partie prenante de cet événement. Quand on parle de groupe de travail, ce sera dès le début d'année prochaine. On a commencé à phosphorer vendredi sur différents sujets, différents projets. Je présente un peu mieux peut-être les groupes de travail. Le but, clairement, c'est d'être très opérationnel. C'est la demande qu'on a autant au niveau de l'ADEME qu'au niveau de la région. Et quand je dis très opérationnel, c'est de ne pas être consommateur de ce réseau uniquement, c'est d'être aussi producteur. Et donc, quand je parle de groupe de travail, le but, c'est quand on aura une thématique dédiée sur un sujet, que les participants s'engagent à aller au bout de la démarche, qui sera très courte. Le temps du groupe de travail, ce sera quelques semaines. Et donc là aussi, l'intérêt qu'on peut avoir à participer à ces futurs groupes de travail sur des filières, sur le BTP, c'est assez facile de trouver aussi des sujets par type de filière, par exemple, qui intéresseront et le public et le privé. On aura un regard, je pense, peut-être un peu plus bienveillant sur une structure qui aura participé à ce groupe de travail, qui pourra rentrer dans l'expérimentation, dans une mise en œuvre de synergie, qui sera déjà actrice de cette fameuse filière. Je crois qu'en actualité, j'ai à peu près fait le tour. Merci Régis. J'ai constaté, il était à peu près 16h25-30, le mot de sobriété a été lâché. Il aurait pu apparaître plus tôt dans la journée. Donc ce mot, oui, donc, on en parle aussi maintenant au sommet de l'État. Derrière le mot de sobriété, je vais oser lâcher aussi le mot de décroissance. Alors c'est un mot qui fait peur, mais de fait, on voyait les courbes que tu présentais au début, et de fait on va devoir décroître sur l'extraction de certaines ressources et sur certaines activités de l'ancienne économie pour croître vers d'autres. Et donc on s'aperçoit qu'on peut continuer à créer de la valeur, à croître sur la création de valeur, tout en décroissant sur les impacts sur la planète, l'extraction des ressources, etc. Et c'est notamment un des deux, c'est notamment un enjeu clé qu'il y a derrière l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Merci à tous les deux. Je vais maintenant inviter Sébastien Bouc à nous rejoindre. Donc Sébastien, vous avez la tâche parfois un peu délicate d'être le dernier intervenant de la journée.
Mais voilà, merci encore à toutes et tous d'être présents jusqu'au bout. Vous n'allez pas le regretter. Sébastien, vous êtes ingénieur, géographe, vous êtes administrateur également du club Noé, donc vous pourrez nous dire 2-3 mots sur cette structure. Et donc vous êtes aussi spécialiste des nouveaux modèles économiques. Donc Noé, c'est une association qui existe depuis maintenant plus de 10 ans et qui expérimente avec ses partenaires et ses adhérents de nouveaux modèles économiques, et en l'occurrence celui de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Tout à fait. Donc Sébastien, je vous laisse la parole pour ce sujet de l'EFC. Merci Lucien, merci au CD2E pour son accueil, et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai la tâche relativement ardue de présenter les travaux du Club Noé et ce modèle économique qui n'est pas compliqué, mais qui est malgré tout complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'un territoire, une organisation, etc., c'est des systèmes complexes. Et donc pour embrasser cette complexité, il faut un modèle économique en capacité à comprendre les différents enjeux, les différentes dimensions, les différentes temporalités. Et donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, j'ai envie de démarrer, avant de me présenter, ce qui va offrir l'occasion de découvrir les différentes dimensions de ce qu'on travaille au sein de l'association Noé. J'ai envie de vous parler d'un type de ressources dont vous avez peut-être un tout petit peu parlé, ébauché, mais qui en général est très peu abordé dans n'importe quel type d'organisation, qu'elle soit privée, publique, etc. C'est la question des ressources immatérielles. Alors à ne pas confondre avec le numérique, qui est extrêmement matériel et énergivore, etc., mais bien les ressources immatérielles que sont, par exemple, la confiance. Alors je suis ingénieur de formation et donc je suis loin de ma planète d'origine, mais je vais vous expliquer tout ça. Les ressources immatérielles, par exemple la confiance. Quand vous prêtez 5 € à quelqu'un qui oublie par mégarde de vous rendre ces 5 €, il va détruire un petit peu de confiance. Donc dans le réel, à chacun de nos actes, en fait, on va créer ou détruire un petit peu de ces ressources. Voilà. Quand vous prenez une décision au quotidien, que vous faites un choix d'école, un choix de fournisseur, etc., vous mobilisez ces ressources immatérielles. Donc ces ressources immatérielles, j'y reviendrai, mais on verra qu'elles sont absolument déterminantes dans le monde de demain. Et Lucien a déjà tendu la main, effectivement, en disant décroissance des ressources matérielles. On sent bien que c'est souhaitable, mais il va falloir effectivement continuer à créer de la valeur. Et on va voir qu'on va s'appuyer fortement sur la confiance, sur la pertinence, sur la santé, sur les compétences, et développer tout ça pour créer une autre forme de valeur pour pouvoir avoir une économie qui ne s'effondre pas, parce qu'effectivement, on peut très bien faire de la décroissance ou de la décroissance, mais si on ne crée pas d'autres formes de valeur, nos sociétés risquent d'être en difficulté, et donc nos territoires. Alors, cela dit, j'ai envie aussi de donner une petite définition pour que vous puissiez vous accrocher à ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Vous allez voir, ce n'est pas forcément très compliqué. Par exemple, Michelin, qui décide sur une catégorie de ses produits de ne plus vendre ses pneus pour les bus et les camions, se dit, mais quand j'accompagne mes clients, quand mes pneus roulent dans les meilleures conditions possibles, mes pneus Michelin... dans le modèle qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, Michelin va réussir à faire durer ses pneus 3 à 4 fois plus en moyenne que la concurrence. Par contre, ça demande de nouvelles organisations, un nouveau type de compétences, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de fabriquer à la chaîne des pneus en volume, mais on va bien avoir un métier et une organisation du travail qui va changer. Et donc déjà, quand Michelin ne vend plus ses pneus pour une partie de son activité, mais les met à disposition et accompagne avec ses techniciens au recreusage, réchappage, à la formation en l'éco-conduite, etc., on voit qu'on développe
des métiers qui sont localisés, qui ne peuvent pas être délocalisés, et on commence à s'apercevoir qu'on va commencer à quitter les ressources matérielles qu'on va vouloir transformer en volume pour produire de la valeur avec l'ancien modèle, et on va commencer à faire des économies de ressources matérielles tout en ayant une performance bien plus grande en coopérant, là, ne serait-ce que Michelin et les transporteurs. Le deuxième aspect qui est intéressant dans l'économie de la fonctionnalité, et là je fais juste le premier pas, hein, je ne suis pas encore dans la coopération, c'est que dans le modèle économique de la société Michelin et dans le modèle économique des transporteurs, en fait, leurs deux modèles économiques et la création de valeur, ils vont coproduire cette valeur. C'est-à-dire que si un des chauffeurs de bus ou de camion ne roule pas à l'éco-conduite, freine fort ou son camion est mal réglé, etc., eh ben c'est la performance du couple, j'ai envie de dire, c'est la performance du binôme Michelin et le transporteur qui se dégrade. Donc l'écosystème productif, ce binôme a intérêt en fait à ce que les camions soient bien réglés, les chauffeurs bien formés à l'éco-conduite, etc. Okay. Donc, ce qui est vraiment intéressant, moi qui suis un ancien industriel, je vais me présenter après, mais c'est que pendant 15 ans, quand j'ai été dans l'industrie, on était toujours dans une logique de compétition. C'est-à-dire que donneur d'ordre, sous-traitant, ce lexique extrêmement violent, dans la réalité, il est aussi violent au quotidien. C'est-à-dire que quand j'allais voir mes fournisseurs ou mes clients, j'étais en compétition avec eux parce qu'il fallait tirer le meilleur parti et de l'autre côté, vendre plus cher ou acheter moins cher. C'était toujours extrêmement fatigant et en termes de santé au travail, ce n'est pas la meilleure situation. Là, quand on commence à rentrer dans l'économie de la fonctionnalité, eh ben on voit qu'en fait, il y a une coproduction de la solution, il y a une coproduction de la performance, une coproduction de la valeur. Et donc, les ingénieurs, les techniciens ou autres de chez Michelin, les ingénieurs, les techniciens des transporteurs, ils vont pouvoir commencer à coopérer. Et quand on commence à coopérer, eh ben, on va développer ces fameuses ressources immatérielles, confiance, compétences, etc. Voilà. Donc, j'avais mis dans les petits papiers, je vais vous faire prendre du recul, mais je pense que j'ai déjà démarré à vous faire prendre un peu ou beaucoup de recul. Ce cadre de travail, Association Club Noé, il trouve... Alors, c'est des travaux d'un économiste en partie qui s'appelle Christian Dutertre, qui est à vocation nationale, voire voilà, internationale parfois. Mais en région Nord-Pas-de-Calais, ces travaux trouvent un terreau fertile parce qu'on est une région qui a été fortement industrialisée, désindustrialisée, réindustrialisée. Et donc au bout d'un moment, les acteurs fatiguent un petit peu. Et donc ce terreau où il y avait pas mal d'externalités négatives, a permis, a été riche pour dire à certains acteurs qui ont eu envie de faire un pas vers les autres et puis de co-créer, coproduire un autre modèle économique. Alors, vous trouvez toute la liste des partenaires cofondateurs sur le site du clubnoé.org, mais je vais en citer certains. Effectivement, il y avait la CCI avec Didier Copin, par exemple, jeune retraité maintenant, Los Angoel avec Jean-François Caron, soutenu par l'ADEME, le Conseil régional, le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, parce que dès le début de nos travaux, on a accompagné, il y a des dirigeants d'entreprises qui étaient tellement fatigués, entre guillemets, par le modèle dominant et par cette chaîne de valeur qui les épuisait, donneurs d'ordre sous-traitants, qu'ils ont dit, nous, on veut changer de modèle économique. Et aujourd'hui, ça fonctionne tellement bien que le vice-président du CJD France, il est membre engagé Noé, le président du CJD Hauts-de-France, il fait son parcours à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Les partenaires cofondateurs, il y a aussi le CERD, bien sûr Athémis, le laboratoire de recherche-intervention de Christian Dutertre, voilà. L'APES, le CD2E, le réseau Alliance, Cinéo, REF3, etc. Nos travaux, l'association Club Noé, c'est un espace de recherche-intervention. Je vais prendre deux exemples avec le CJD et avec l'APES, Économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que on a tous un caillou dans la chaussure, un ou plusieurs. C'est-à-dire que
tous parmi vous, même moi, qui travaille que sur ça depuis 15 ans à 100%, on a tous un caillou dans notre chaussure qui est notre modèle économique. C'est-à-dire que le modèle de développement des territoires, le modèle économique de l'ESS, des TPE, des grands groupes, etc., on est tous perfectibles dans notre modèle économique. Le pari du Club Noé, c'est de dire on va vous accompagner, on va faire de la recherche et de l'intervention en coopération avec vous, et une fois qu'on a à peu près compris comment lever ses limites, que ce soit pour les acteurs de l'ESS ou pour les acteurs du CJD, plutôt TPE, PME, on va faire du transfert de compétences. C'est-à-dire que l'Asso Noé n'a pas vocation à faire le poisson-lune, pour ceux qui avaient vu le film Demain à l'époque, et puis Emmanuel Druon qui évoquait ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à grandir, mais par contre à faire de la recherche-intervention et en même temps à professionnaliser, transférer vers les acteurs partenaires avec qui on a coopéré. Donc aujourd'hui, l'APES, elle a un parcours auprès des acteurs et dirigeants de l'ESS à l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Pareil pour le CJD, etc. etc. Okay. Et donc, tous les acteurs que je vous ai cités, effectivement, l'idée, c'est de faire du transfert vers ces acteurs-là pour les professionnaliser et qu'ils soient après autonomes tout en continuant à coopérer avec nous. Alors, j'ai juste fait une toute petite pause. Alors, je vais donner mon parcours, mais c'est juste pour illustrer les dimensions qu'on traite. Ce n'est pas pour avoir le plaisir de me présenter. C'est que ma particularité, c'est que j'avais été ouvrier avant d'avoir un diplôme d'ingénieur. Et donc, des jeunes ingénieurs, en fait, je faisais du management entreprise libérée, c'est-à-dire que j'ai inversé déjà la pyramide. Je ne me considérais pas le chef, puisque comme j'avais été opérateur, je me mettais au service de mes opérateurs pour ne pas leur rendre plus compliqué leur travail. Voilà, donc déjà une première particularité dans mon parcours, tout jeune. Et puis au bout d'une quinzaine d'années dans l'industrie, à fabriquer des voitures, etc. Pas que ça, mais j'ai fait différentes choses. J'ai remarqué que les voitures servaient 3 à 5% du temps et que le reste du temps, elles étaient garées. Vous avez plein de chiffres comme ça. L'ADEME donne un vélo, c'est utiliser 1 heure dans sa vie, quoi. Voilà. Donc on a effectivement, on voit bien que les ressources matérielles, on les a, les produits, on les a, mais la performance d'usage des produits, elle laisse à désirer. Donc effectivement, on a une marge de progression sur nos territoires et dans nos entreprises là-dessus. Et donc j'ai travaillé au risque urbain à la mairie de Lille, où j'ai découvert que l'épo catalytique c'était très bien par exemple, mais que les molécules qui étaient catalysées, elles faisaient des plus petites molécules encore plus polluantes. Comme je suis ingénieur chimiste de formation, ça m'a assez bien parlé, donc je me suis dit mais alors peut-être que les législations ça marche pas complètement. Et j'ai travaillé aussi au service développement durable de la MEL, de Lille Métropole, et en fait, j'y suis pas resté très longtemps, simplement parce que je me suis aperçu que toutes les entreprises qui étaient sur un territoire donné, elles cherchent à vendre en volume leurs biens ou leurs services, que toutes les entreprises qui sont extérieures à ce territoire, elles cherchent à vendre en volume des biens et des services sur ce territoire, qu'elles voient comme un marché, et donc, j'avais beau être au service développement durable de Lille Métropole, j'étais pas encore comme un saumon remonté à la cause racine du problème. Et donc cette réorientation professionnelle et ce master en géographie, ça m'a servi, mais c'était nécessaire certainement, mais pas suffisant. Okay. Si je vous donne dans vos métiers un exemple du problème lié au modèle économique, ça va vous parler. Admettons que j'ai un programme, je suis un décideur public, je mène une politique publique et je me dis, tiens, je veux rénover 10 000 logements. Si je le fais en mode industriel, comme 99,9% des acteurs encore aujourd'hui sont organisés, je vais créer une SEM, privé-public, pourquoi pas, et puis après j'aurai une chaîne de sous-traitance privée, et chaque acteur va essayer de garder ses marges dans cette chaîne de valeur.
Et donc, on va se retrouver, que ce soit en neuf ou en réhabilitation, des artisans locaux éventuellement, voire même des artisans qui viennent de loin. Bon, je travaille aussi à l'accompagnement des modèles économiques des pays de l'Est, Roumanie, Moldavie, etc. Donc, je suis bien au courant qu'il y a plein de gens qui ne voient pas leur famille pendant des mois parce qu'ils viennent travailler, ils vont travailler en Allemagne, en France, etc. Bon, bref, vous voyez à peu près où je veux en venir. C'est-à-dire que l'artisan qui a besoin de 2 heures, que ce soit en neuf ou en réhabilitation, pour poser ses fenêtres, eh ben, on va le payer 1 heure. Et donc, soit il fait bien son travail et il travaille 2 fois plus pour ne pas être payé ou quasiment pas, soit la mise en œuvre n'est pas au niveau. Et après, on va se poser la question de, mais mince, l'investissement en neuf ou en réhabilitation, on n'a pas atteint la performance énergétique escomptée. Pourtant, le bureau d'études a fait son travail, etc. Mais en fait, on a été pris dans cette fameuse chaîne de valeur, chaîne de sous-traitance, et ça nous empêche effectivement de faire correctement notre travail. Je peux vous expliquer les tenants et aboutissants. Donc, je vous ai dit, voilà, je vais quand même terminer mon parcours. Je deviens géographe, je travaille au service développement durable de la MEL et je vois bien que toutes les entreprises veulent vendre en volume. Je les connais de l'intérieur puisque je viens de là. Et donc, double impasse pour moi dans le privé parce que j'avais vu comment ça fonctionnait. Dans le public, je me dis, mince, on ne prend pas les choses comme entre guillemets, comme on pourrait le faire. Et donc, je rejoins ce qui allait devenir le Club Noé. Hein, notre économiste en chef, là, Christian Dutertre, je l'alpague et puis je dis je te quitte plus tant que je ne sais pas ce que c'est que l'EFC et que je ne me serai pas professionnalisé à cette question-là. Donc voilà, depuis 2011, alors j'ai fait de l'analyse de cycle de vie, congrès ACV 2011, j'ai présenté au premier congrès Avenir international à Lille, parce qu'en région on est quand même très en avance sur ces questions de éco-conception, ACV, etc. Mais malgré tout, je me suis éloigné de ça. 2 minutes, très bien. Alors, peut-être dans les 2 minutes qu'il me reste, comment on va pouvoir, juste pour finir, c'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, malheureusement, la dynamique économique, parce que je suis aussi économiste sur le tas depuis 10 ans, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis une quarantaine d'années, comme la dynamique économique va moins bien, les ressources immatérielles entre les acteurs s'abîment, moins en moins de confiance. Les industriels, qu'est-ce qu'ils nous donnent à manger, qu'est-ce qu'on respire par les pots d'échappement. Donc, moins en moins de confiance. Le porte-monnaie moyen des habitants diminue, c'est structurel, c'est macroéconomique, voilà. Les collectivités publiques ont moins en moins de moyens, là aussi c'est structurel, c'est pas de la faute des collectivités, c'est pas de la faute des citoyens, c'est un modèle de développement macroéconomique qui nous a rejoints, qui est face à nous. Et donc la seule porte de sortie, en fait, ça va être de piloter par les ressources et les enjeux, donc comprendre les ressources et les enjeux de chacun, c'est-à-dire la temporalité des habitants, c'est pas la même que la temporalité des élus et des collectivités, qui n'est pas la même que les entreprises du privé. Les temporalités ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et en fait, on va commencer à créer des petits projets, parce qu'on démarre uniquement, nous, que par des petits projets, parce que les ressources immatérielles, confiance, etc., ne sont pas complètement là, et donc on va démarrer par des petits projets pour partir de zéro, entre guillemets, sur ces ressources immatérielles et travailler des petits projets entre les acteurs publics, privés et dynamiques citoyennes. Sébastien, merci beaucoup pour cet exposé éclairant. Donc, qui a fait prendre conscience, je l'espère, qu'en fait la limitation de la pression sur les ressources naturelles et de la demande n'est pas synonyme de diminution de qualité de vie ou diminution de valeur. Bien au contraire, si on se détache un petit peu de cette pression sur les ressources et de cette nécessité de consommer, on peut justement retrouver une valeur qui se trouve ailleurs, vraiment au service d'un développement écologique, humain et vertueux. Donc on est un tout petit peu en retard, donc je vous propose de poser vos questions à Sébastien juste après, pendant le dernier cocktail. Alors juste avant de passer la parole à Frédéric pour le discours de clôture, je voulais vous parler de quelques petites dates quelques petites dates à venir dans nos animations au sujet de l'économie circulaire. Donc je redescends jusqu'à la bonne slide. Oui, on en a plus de 150, c'est vrai.
on va y arriver. Voilà. Donc, quelques petites dates. Donc voilà, le 14 novembre, c'est fait. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Demain et après-demain, au CD2E dans nos locaux, formation réemploi dans la construction. Donc c'est Bellastock qui dispense cette formation sur 2 jours. Les inscriptions sont encore possibles. Vous pouvez aller voir Sylvie qui sera à la sortie de la salle. 2 jours, méthodo et puis études de cas concrets. Donc c'est une formation théorique qui donne un petit peu des outils pour pas à pas mieux faire en sorte que le réemploi soit intégré dans un projet de construction, de l'esquisse du projet jusqu'à la livraison. Si ça vous intéresse, architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, c'est profils assez variés. N'hésitez pas même en dernière minute, à venir vers nous. Le club, cette année, le club économie circulaire de la métropole de Lille va continuer. Donc il y a eu une petite pause ces quelques mois, mais il continue sous un format un petit peu différent, puisque cette année, on aura des visites de sites d'entreprises dans le cadre de ce club, toujours après assorti d'un moment d'échange, de discussion entre les professionnels. Les prochaines dates, donc c'est dès la semaine prochaine, 21 novembre, on va visiter l'entreprise Westerial. Donc ce sera toujours le créneau 10h midi. Et puis après, on aura 14 décembre pour la visite du bâtiment Blanche-Maille. Et puis donc FIFCAI et la Loco, ce sera en janvier. Donc vous pouvez noter ces dates et n'hésitez pas à venir vers moi. On vous enverra les infos. Et puis voilà, regardez notre agenda. Tous les événements, les temps forts sont sur notre page agenda. Et vous avez les liens pour vous inscrire. Enfin, je parlais tout à l'heure du booster du réemploi. Donc là, c'est un programme réservé aux maîtres d'ouvrage qui ont adhéré au programme. Le lancement, c'était ce mois-ci. La prochaine session, c'est le 5 décembre 2023, 14h-16h. Donc le lieu est encore à préciser. Et donc, dernière date, peut-être Frédéric, je peux te laisser en parler sur la remise des trophées. Avant donc de laisser Frédéric conclure, je voulais vous remercier encore une fois, remercier la région pour son accueil et aussi remercier les hommes de l'ombre à la régie, donc qui chaque année, ils nous font une journée où tout le matériel fonctionne, la vidéo, tout est bien mené. Donc merci notamment à la régie qui permet aussi de capitaliser après sur toutes les ressources qui sont données pendant cette journée et qui permettent de vous livrer après des vidéos de qualité. Merci à toutes et tous. Et je laisserai Frédéric pour le mot de la fin. Et à bientôt. Merci beaucoup. On va attendre pour l'applaudir parce que malgré tout, il a été le chef d'orchestre de cette journée. Donc, on va attendre un tout petit peu, en fait, encore un peu, pour que la star du jour, en fait, soit récompensée. Alors, sobriété, c'est un mot qui a été dit par Marie Tison, en fait, au démarrage. Je voulais rendre quand même à César ce qui avait été dit, en fait, aujourd'hui. Donc, je vous remercie, en fait, d'avoir, pour la plupart, en fait, vous êtes encore très nombreux, malgré, en fait, une grande journée sur le sujet. C'est la 3e. Alors, moi, j'ai assisté aux 3 journées. J'ai la chance de diriger cette structure depuis maintenant presque 3 ans. Et j'ai vu les 3 journées. Et puis, j'ai vu le nombre d'acteurs augmenter, puisque aujourd'hui, en fait, on est plus de 200. En fait, on était plus de 200 inscrits, mais comme d'habitude, il y a des gens qui viennent pas. Il y a tous ceux qui s'inscrivent pas et qui viennent, et ceux qui s'inscrivent et qui viennent pas. Et on est plus de 200. Et l'année dernière, on était 160. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on a 30% de croissance. Qu'est-ce que je souhaite en fait ? Moi, je souhaite ça en fait à tous les gens qui travaillent ici. Je souhaite ça aux entreprises qui sont venues parce que je leur souhaite de la croissance. Parce que évidemment, la croissance de ça, c'est la massification. Ce pourquoi en fait on travaille en fait au CD2E. Alors, une journée qui se termine, il y a eu de nombreuses interrogations, il reste des choses à faire, forcément, en fait, on fera une 4e et une 5e, comme l'a dit Frédéric Motte, on va continuer à travailler sur ce sujet-là. Et puis, il y a une vraie dynamique, clairement, en fait, chaque année, en fait. Et pourquoi moi, je viens rarement aux journées complètes du CD2E, vous le comprenez, puisque vous avez vu qu'en fait, au CD2E, on a quasiment des événements tous les 15 jours, je pourrais passer ma vie dans mes événements, je ne le fais pas. Je viens à celui-là parce que ça bouge très, très vite. Et que si je suis pas au fait, en fait, quand Lucien va me parler, je vais rien comprendre, en fait. Donc, je suis absolument obligée de venir. Et je pense que vous venez aussi parce que vous savez que vous allez rencontrer des gens intéressants et puis voir des expériences et pouvoir vous alimenter entre vous. Et je pense que c'est l'objet de ce genre de réunion. Donc, merci pour votre participation à tous ceux qui ont participé. Je vais éviter de relire ce que les intervenantes, chacune mais je vous remercie tous individuellement, ceux qui sont encore présents, ceux qui sont partis, parce que vraiment, ce qui fait le succès d'une journée comme celle-là, c'est pas le CD2E,
CD2E, c'est évidemment en fait les intervenants qui viennent et la construction de cette journée en fait dans cette dynamique. Et puis merci au président Xavier Bertrand et au conseil régional pour leur accueil, évidemment leur financement, parce que sinon forcément on serait dans un hémicycle qui serait vide puisqu'on n'aurait pas pu l'animer. Merci à l'ADEME aussi, qui est un acteur extrêmement important de cette question-là, qui est là du début jusqu'à la fin, il faut quand même le dire, en fait, présent dans cet hémicycle. Et puis toute la journée, j'ai entendu beaucoup de gens remercier le CD2E. Alors je vais dire aussi que vous savez, en fait, on parle beaucoup des impôts des entreprises et des gens. Ben, nous, on est les impôts, en fait, des gens. Et quand on travaille ici, quand Lucien travaille, quand un ensemble d'acteurs ont travaillé ici, c'est les impôts des gens, en fait, qui servent à faire de la transition écologique au quotidien pour que demain, en fait, soit un monde meilleur. Voilà, je le dis parce que souvent, on se dit, bah, c'est quoi les impôts au final, ça fait suer, etc. Les impôts, c'est ça, en fait, aussi. Voilà, donc je le dis assez souvent. Merci pour ces tables rondes et ces conférences qui ont été riches en enseignements et qui ont mis en lumière des problématiques que vous pouvez rencontrer, j'espère, et des pistes de solutions concrètes avec des acteurs que vous avez maintenant identifiés pour y répondre. En choisissant de réunir des professionnels, des ingénieurs, des chefs de projet, des architectes, des experts, on a opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans l'économie circulaire en Hauts-de-France. Et vous voyez qu'ils sont nombreux. Et puis on est allé un peu plus loin que les Hauts-de-France. On est allé aussi chercher au Havre, vous avez vu, on est allé sur les bords du Havre. Et on a vu des gens aussi très intéressants, sachant qu'il y en a aussi ici. Je vois Marie, en fait, qui est là-bas, en fait, et qui fait plein de choses. Donc forcément, en fait, il y a des gens qu'on ne peut pas faire intervenir tous les ans, mais on aurait envie de les faire venir à chaque fois. Donc merci à tous ceux qui sont nos adhérents du CD2E qui travaillent aussi au quotidien. L'année dernière, on était nombreux, on le sera encore plus l'année prochaine. Et puis les Hauts-de-France, ils ont aussi une longue tradition d'innovation et d'industrie. Et notre devoir, c'est de continuer d'être à la pointe de la transition vers une construction plus durable, en favorisant le réemploi des matériaux de construction, en encourageant la conception des bâtiments durables, en soutenant le recyclage des matériaux de construction en fin de vie. Nous pouvons contribuer de manière significative à la réduction de notre empreinte environnementale, tout en stimulant une économie locale et de création d'emplois non délocalisables. Tout à l'heure, j'ai écouté les noms de tous les gens qui intervenaient. Je me disais, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, forcément, ils n'étaient pas là, en fait. Donc aujourd'hui, on crée une nouvelle économie, en fait. C'est une nouvelle économie qui est en train de se créer avec de nouveaux experts. C'est aussi une économie de remplacement. Tout à l'heure, on parlait en fait de la ZAN et puis de la place qui allait nous manquer. Il y en a qui vont disparaître aussi. Enfin, je m'excuse de le dire. C'est aussi comme ça en fait que les choses vont se faire. Il y a des économies dans lesquelles en fait les choses sont en continuité et il y a une économie en fait qui apparaît, une nouvelle économie plus solidaire et plus en fait évidemment durable. Voilà. Donc ça, je voulais le dire parce que on se rend pas toujours compte que quand on parle, évidemment, on a entendu parler de tous les nouveaux écomatériaux, on entend parler en fait de tous les nouveaux secteurs en fait qui vont les gérer. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui s'accrochent à tout ça. Et on a de nouvelles entreprises. Donc entendons que le monde nouveau, il ne se fera pas forcément avec les anciens. On soit souhaitable, hein. Nous, on essaie de les accompagner, on essaie d'engendrer le plus de monde possible sur ces sujets. Il y a aussi des entreprises que je vois très anciennes, en fait, Nakara là-haut, en fait, qui est là, en fait. Donc, il y a aussi des anciens qui vont travailler, mais il y aura tout un tas de nouveaux qui vont apparaître, et c'est aussi ça l'espérance, tous ces nouveaux qui vont apparaître, en espérant qu'effectivement, ils ne soient pas rachetés à un moment donné par d'autres acteurs. Voilà. Alors, il y a aussi de nouveaux métiers qui apparaissent. La dépose soignée et elle se déploie. On travaille sur de nouveaux métiers. On a aussi, moi j'ai entendu un nouveau métier que je ne connaissais pas, qualificateur de matériaux en fait dans les assurances. Tiens, je me suis dit demain en fait c'est un nouveau métier vers lequel on pourra orienter les gens. J'ai appris aussi en fait que les assureurs étaient nos amis, mais il fallait les appeler avant en fait. Hein. Vous avez bien entendu tout ça. Et puis il y a des entreprises qui sont spécialistes du réemploi qui ont vu le jour avec des techniques qui deviennent de plus en plus performantes. Vous avez pu en rencontrer certaines aujourd'hui. Réempro, évidemment, en fait, avec sa machine à nettoyer les briques, même celles qui sont jointes au ciment. Rewood, en fait, qui travaille aussi sur le bois. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux acteurs dans différents domaines. L'offre en produits de seconde main, elle est en train de s'organiser. Des matériothèques qui s'ouvrent. Des ressourceries qui cherchent désormais à offrir du produit du bâtiment. On a Espoir Avenir dans le Valenciennois. On a la recyclerie du Noyonnais. On a l'association Anturium. On a Récup Trialier 20. On a nombreux acteurs sur ces sujets. Vous le voyez, en fait, ça ne fait que se développer chaque jour. Il y a des acteurs qui sont des acteurs très anciens. Récup Tri, c'est très vieux. Sauf qu'aujourd'hui, il peut prendre son envol grâce au développement en fait, de la dynamique. Et puis, il y a des entreprises nativement circulaires qui se développent. Vous voyez, je disais des nouveaux noms en fait, que vous ne connaissez pas. Wasterial, Dizzy Design, invité aux 4 heures en 21, qui a encore beaucoup développé. Le Relais Métis, qui n'est pas nouveau, mais qui effectivement continue son développement.
de nouvelles structures, de nouvelles entreprises pour un monde durable et solidaire. Des projets d'envergure sont terminés ou en cours. Fifsky, l'exemple du chantier de la Loco qui a fait son premier usage du bloc de béton à base de granulats recyclés par le biais de Bialet. Eh bien, d'autres sont en cours aussi, et on en verra d'autres. Des outils digitaux accompagnent les projets du réemploi et du recyclage. Donc on voit, on n'est pas en train de se dire qu'on va complètement laisser tomber cette question-là. Et le tout est bien évidemment appuyé par de nouvelles réglementations rappelées ce matin. Et évidemment, elles nous aident, ces réglementations. Enfin, parfois, en fait, on peste contre les réglementations, mais je pense que dans le domaine du réemploi, elles viennent aussi nous aider. Et puis, nous, on essaie de pousser pour qu'elles soient un peu plus vertueuses. Nous sommes là pour faire fructifier et développer les nouvelles initiatives. L'an passé, un club interprofessionnel sur le réemploi et le recyclage a vu le jour à la MEL. Cette année, de même avec Amiens Métropole et la CAL. Donc vous voyez qu'en fait, les territoires sont en train de s'emparer en fait, de cette belle dynamique. Au sujet du réemploi, le CD2E enrichit son offre de développement et de services en 2024. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, en fait, Lucien. En septembre dernier, on a signé, le jour des rencontres de l'éco-transition, avec A4MT, Action for Market Transformation. Oui, voilà, je l'ai dit. Nous avons engagé une déclinaison locale du booster du réemploi pour massifier l'utilisation des matériaux de seconde main dans les chantiers de notre région. En effet, il faut trouver des débouchés. Et les débouchés, ce sont les clients qui les ont. Et donc, on s'est allié en fait avec le booster du réemploi pour que nous ayons la possibilité d'avoir des acteurs qui ont déjà une première expérience dans 2 territoires, de travailler avec eux vers en fait la possibilité de les former et d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour qu'ils utilisent les matériaux de réemploi. C'est très important, c'est une expérimentation, on fait ça 1 an ensemble et puis on verra effectivement ce qu'on a réussi à commencer à produire avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage. On sait qu'on a par exemple l'URH, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais en tout cas qui est à nos côtés, qui essaie de convaincre aussi ces acteurs en fait, d'y aller, tous les bailleurs sociaux. Il y a aussi des promoteurs qui sont déjà engagés dans cette dynamique. Donc effectivement, nous on espère beaucoup de cette action. Voilà, donc l'objectif, c'est d'accélérer la structuration et la massification des problématiques de réemploi et d'avoir un effet d'entraînement à l'échelle nationale conformément aux objectifs qui sont fixés dans REF 3. Alors, rester attentifs et mobilisés en faveur de la transition et poursuivre collectivement notre dynamique, c'est l'affaire de tous. Dans ce contexte, ça a été dit, en fait, ça a été redit aussi, même quand on a parlé de l'économie de la fonctionnalité, c'est la coopération entre les structures qui va aussi faire la différence, en fait, dans notre région. Elle est primordiale afin de développer encore plus l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Il est important de continuer à renforcer cette coopération, ce qui est l'objectif d'une journée comme celle-ci. Après cette journée, on a beaucoup réseauté. Moi, j'ai vu les gens, en fait, qui échangeaient beaucoup de cartes. C'est vraiment un objectif de continuer à travailler ensemble. Je ne vais pas en fait rallonger les choses, mais j'aurais pu mettre un nuage de mots. Je me disais qu'il y avait Inès qui pouvait travailler avec Noé, qu'il y avait du maillage, de la collecte. J'ai cherché des mots en fait qui allaient bien ensemble. Alors on allait travailler à 10-20 km, vous voyez, on va travailler dans la proximité, on peut presque aller à vélo en fait. Donc il fallait constituer des équipes et puis il fallait des AMO. Vous voyez qu'en fait tout ça en fait c'est de la coopération en barre. En fait, on s'aperçoit qu'on est en train de réinventer ce qui existait un peu avant dans ces métiers du bâtiment quand il n'y avait pas d'appel d'offres. Moi qui suis une fille d'entrepreneur et qui l'ai été moi-même, j'ai bien vu la différence après les logiques d'appel d'offres et avant la logique d'appel d'offres, où les coopérations étaient parfois beaucoup plus saines que celles qu'elles sont aujourd'hui, où en fait on travaille un peu différemment. J'ai appris aussi qu'il fallait qualifier les produits. En fait, alors je le savais aussi, mais en tout cas, la qualification du produit, c'est un acte extrêmement important. Et puis, bon, effectivement, j'ai appris qu'il y avait des matériaux faciles, il y avait des filles faciles, mais il y avait des matériaux faciles et des matériaux un peu plus difficiles. Et puis, allez, dernière chose pour nous faire ressourire, vraiment, les assureurs sont nos amis, mais il faut vraiment les appeler avant. On va terminer là-dessus parce que ça m'a fait beaucoup sourire. Voilà, donc je clôture cette journée en vous disant qu'effectivement, c'est pas la dernière. On se reverra en fait l'année prochaine. Il y aura les 4R et la 4e édition, donc il faudra trouver quelque chose en fait qui nous fasse rimer cette dynamique-là. Et puis on va encore boire, mais je pense que ça peut-être on aura des bulles ou quelque chose d'un peu sympathique. On va continuer en fait autour d'un pot cette journée. Je vous remercie sincèrement d'y avoir participé parce que je sais que prendre une journée complète c'est pas facile pour les acteurs. Je sais aussi ce que ça m'a coûté, mais je sais aussi ce que ça m'a apporté d'être parmi vous et j'espère que c'est la même chose. Merci beaucoup. Merci à toute mon équipe aussi. On va terminer par là parce que sans l'équipe on n'est rien. Moi je ne suis que la directrice d'un accélérateur dans lequel il y a 35 personnes et ces personnes elles font le CD2E. Donc Lucien, tu viens avec moi, tu viens prendre tes applaudissements à mes côtés parce que franchement, c'est toi qui les mérites, ainsi que toute l'équipe qui a été présente dans la préparation. En fait, il y a aussi toute la com, il y a aussi toute l'équipe en fait de l'AFAD, ils se reconnaîtront s'il y en a quelques-uns dans la salle.
Donc merci à toute mon équipe d'avoir contribué à la réalisation de cette journée, parce que sans eux, évidemment, il n'y aurait pas en fait cette journée des 4 R. Donc on applaudit toute l'équipe et Lucien. Puis on va boire un verre.